Dimanche 9 juillet 2023, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette session d'information sur la télévision Labari. Toutes nos excuses pour le retard accusé dans le démarrage de ce journal. Nous allons aujourd'hui encore parler de la décision du gouvernement de reprendre l'épreuve de mathématiques de la session 2023 du baccalauréat. Une épreuve qui sera donc reprise du fait d'erreurs graves qui ont été constatées dans l'épreuve sur laquelle les candidats ont composé. Hier après-midi, le ministre en charge des enseignements supérieurs, PhD Mamoudou Djibo, a animé un point de presse pour apporter davantage de précisions sur cette décision du gouvernement. Je vous propose de le suivre en extrait dans ce journal. Le Conseil des ministres du 6 juillet a examiné la question et a apprécié les résultats. Et le président de la République nous a instruits. Parce que les épreuves, les erreurs sur les épreuves d'arabe, d'histoire, géo, de physique sont, semble-t-il, d'après les spécialistes, des erreurs mineures qui ont été corrigées sur le champ. C'est l'épreuve de mathématiques qui a connu les erreurs les plus graves. Et quand il y a erreur sur un sujet, ça pose plusieurs problèmes. D'abord, le candidat ne peut pas trouver la solution. Ensuite, il perd confiance en lui. Parce qu'il va se remettre en cause, il va se dire, mais comment, moi je ne peux pas comprendre ça. Puis, il perd énormément de temps. Et quand on sortit de l'épreuve, il se rend compte qu'il est passé à côté, ou il soupçonne qu'il soit passé à côté. Ça affecte son assurance pour la poursuite des résultats des autres épreuves. Particulièrement, c'est les sujets de mathématiques en série D. Et le président de la République a estimé qu'il y a une injustice pour ces enfants et il a instruit de réparer cette injustice de la manière la plus radicale. Il s'agit d'organiser rapidement la reprise de cette épreuve. C'est seulement l'épreuve de mathématiques pour la série D qui sera reprise. Tous les candidats au bac D 2023 sont autorisés à reprendre. Je veux dire, aussi bien les candidats refusés que les candidats admis qui estiment que leur chute à l'épreuve de mathématiques est liée à ces erreurs dans le sujet et qui pensent qu'avec un sujet normal, ils peuvent décrocher la mention. Tout le monde a le droit de reprendre. Et quel que soit le cas de figure, on ne retiendra in fine que la meilleure note. C'est-à-dire, si celle de la prochaine épreuve est meilleure, c'est elle qu'on va prendre en compte pour recalculer la moyenne globale et réviser éventuellement la mention. Voilà, mesdames et messieurs, la teneur de ce qui me paraît essentiel d'apporter à votre connaissance et au-delà à la connaissance de l'opinion nationale. Nous sommes ouverts à tout celui qui voudra comprendre. Les services de l'OBEX sont là. Nous n'avons rien à cacher. Par rapport toujours à cette décision du gouvernement de reprendre l'épreuve de mathématiques de la série D des dernières épreuves du baccalauréat session 2023, nous avons recueilli la réaction de quelques acteurs sociaux. Je vous propose de suivre celle de El Hadj Idi Abdou, acteur de la société civile. La particularité ou le sens inédit de la chose, c'est que c'est même le gouvernement qui a décidé de faire reprendre cette épreuve.
Or, le DG de l'office en charge du bac a toutes les prérogatives pour faire reprendre cette épreuve de maths à moindre coût. Mais il ne l'a pas fait. La question, pourquoi? Parce que c'était connu de tous. Tous ceux qui sont intéressés par la question, ils ont appris évidemment que cette épreuve de mathématiques a connu 3 corrections selon les informations. Dès lors qu'on informe le responsable de l'office de cet état de fait, il devrait souverainement et en toute responsabilité et conformément à ses prérogatives dire que l'épreuve de maths série D est annulée et on va la reprendre tel jour. Et ça coûterait moins cher que maintenant. Il a ses prérogatives de le faire, il ne l'a pas fait. Deuxièmement, il y a un mécanisme normalement, si ça fonctionne bien, un jury, les surveillants de la discipline, on met au moins un professeur de mathématiques terminale D. Dès qu'on ouvre l'enveloppe, il va jeter un coup d'œil, il va lire. S'il y a erreur, il va signaler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire où il n'y a aucun professeur de maths terminale D parmi les surveillants, ou il y en a des professeurs de maths terminale D incompétents, ou on a pris des gens qui n'enseignent pas parce qu'il y a de l'argent. On les a mis surveillants. Sinon, on aurait dû corriger ça. L'autre aspect, il y a un comité qui fait le choix de jury. Ce comité aussi doit être composé exclusivement des enseignants de terminale en maths qui connaissent le programme, qui savent de quoi il s'agit. Ça veut dire que dans le comité qui a fait le choix, et le comité, c'est un comité, c'est pas une personne. Et l'erreur ne doit pas échapper quand même à 2 ou 3 personnes. Parce que ce comité d'habitude, c'est 3. L'erreur ne doit pas échapper à ça. Si ça a échappé, qu'est-ce qui s'est passé au comité? Qui sont dans les comités? Et d'ailleurs, il faut auditer les membres du jury au bac pour savoir qui sont dans ces jurys-là. Les agents des collectivités territoriales du Niger menacent d'aller en grève. Le syndicat de ces agents a en effet déposé un préavis de grève de 24 heures pour la satisfaction d'une série de revendications que le syndicat a posées à leur autorité de tutelle. Je propose à cet effet de suivre le secrétaire général du SACOTEN sur les précisions, sur les raisons plutôt de ce préavis de grève déposé au niveau des autorités en charge de la gestion des collectivités territoriales. Compte tenu de la situation, c'est notre dernière cartouche, nous l'avons utilisée. C'est par rapport à des revendications de la CES. D'abord, la gestion administrative qui est opaque, qui n'est pas du tout normale, c'est que les statuts à honorer. Donc, si vraiment, dans notre statut autonome, parce que la ville de Niamey a son statut personnel autonome à lui. Donc, tout ce qui doit se faire doit être encadré par les statuts. On ne devait pas déparler de les statuts. Donc c'est par rapport à ça. D'abord, il y a des nominations qui se font sans vraiment être en accord avec les statuts. Ensuite, il y a des affectations qui se font à tous les limites que les gens ne comprennent même pas. Donc, et ensuite, surtout, les ordonnances, près de 2 ans maintenant que les jeunes n'en trouvent pas les ordonnances. Il y a tous ces trucs. Et il y a aussi, ensuite, par rapport à ça, au niveau du garage, le garage a tellement de problèmes par rapport même comment ça s'appelle, les arrondissements. Et la ville de Niamey, c'est sous tutelle du ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur n'est pas le garant de la garde présidentielle. La garde républicaine est le ministère de la Défense. Donc, même si on va mettre quelqu'un, c'est un civil qu'on devrait mettre là-bas en qualité de directeur du garage. Mais on nous met un garde républicain comme directeur du garage. C'est pas normal. Quand tu vas à la ville de Niamey, c'est comme si tu es à la prison.
Deux personnes ne peuvent pas rester pour causer. Automatiquement, on va amener un agent de la police municipale pour vous disperser. C'est pas normal. Là-bas, c'est comme un marché. Les gens doivent se sentir vraiment très à l'aise et libres. On n'est pas, disons, c'est pas la prison. Donc tous ces trucs-là nous ont frustrés. On a voulu le rencontrer pour échanger avec lui. Sinon, on n'allait pas arriver à cet stade-là. Nous l'avons voulu, nous l'avons cherché, nous avons même cherché des médiateurs pour qu'ils nous permettent à ce qu'on se rencontre. Ou bien même s'ils nous transfèrent par rapport au premier vice-président ou bien au SG. Nous allons accepter l'essentiel qu'on nous entend. Mais c'est ce qu'ils refusent. Mon appel en droit du maire, c'est d'essayer de comprendre qu'un syndicat, ça dit qu'il n'est pas là pour te combattre. Un syndicat n'est pas un ennemi, c'est un collaborateur. C'est quelqu'un que vous allez faire d'échanges entre vous. À l'endroit de nos camarades, je dis bien, je le répète, tout ce que nous sommes en train de faire, nous le faisons pour le bien-être de la commune, pour les travailleurs de la commune. Sans exception. Je peux dire que moi je suis de ce parti bien. Non. Nous, c'est l'application sans strict du statut autonome de la ville de Niamey. Pour les municipalités, c'est ce que nous voulons. Que tous les gens puissent avoir ce qui leur revient de droit. Aller en grève là, ce n'est pas par piété de cœur que nous le faisons. C'est malgré nous. Nous n'avons pas d'autre solution. 4 demandes d'audience en moins de 2 mois, c'est suffisant quand même. Voilà, un mot de sport avant l'invité de chaque dimanche. Il s'agit donc du lancement hier après-midi au niveau du complexe sportif Issaka Daboré, situé dans le 2e arrondissement communal de la ville de Niamey, du tournoi des grandes vacances du quartier Lazare. 24 clubs sont en liste pour ce tournoi qui durera cette semaine. Le résumé du lancement de ce tournoi avec nos reporters Chebou Guisso et Adamou Soumana. La jeunesse sportive de Banifandou en blanc-bleu et l'association sportive Hadari en jaune et violet ont eu l'insigne honneur d'ouvrir le bal de cette édition du tournoi des grandes vacances de Lazare. Une édition, la 10e du genre, qui a vu à la fin du temps réglementaire la victoire de la jeunesse sportive de Banifandou face à son challenger du jour, la S Hadari, sur un score de 2-1. À la satisfaction des organisateurs du tournoi, dont le président du comité nous rappelle les objectifs à lui assigner. Vraiment, c'est donner la chance à la jeunesse de Lazare et de la commune, et l'ensemble de la jeunesse de Niamey et du Niger, parce qu'il y a des gens qui quittent d'autres régions pour venir jouer ce TGV. Et nous, vraiment, c'est pour donner la chance à ces jeunes de s'épanouir. Parce que vous savez, pendant les vacances, seul le TGV permettra à ces jeunes-là de laisser beaucoup de choses. Donc vraiment, nous souhaitons bonne chance à toutes ces équipes. Nous avons pas mal de jeunes et on ne va pas aller loin. Et les petits Issa, qui est en équipe A du milieu national, nous on est fiers de lui car c'est à travers ce TGV que les gens l'ont découvert. Parce que je l'ai recruté moi-même pour mon équipe de 2e division. Actuellement, il est parti au Sahel, maintenant il est en Europe. Donc, avant de finir, je remercie la majorité de nos partenaires parce que vous savez, cette année, on a pas mal de partenaires qui sont là. On ne peut pas citer tout le monde, mais vraiment, nous remercions tous nos partenaires qui ont pu accompagner ce TGV de Lazare. Pour sa part, le parrain de ce tournoi, tout en plaidant pour son sponsoring, n'a pas manqué de lancer un vibrant appel aux joueurs engagés dans cette compétition. Accompagner la jeunesse, c'est accompagner vraiment le pays tout entier. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la majorité de la population, elle est jeune. Et il faut que les jeunes s'épanouissent. Il faut accompagner pour vraiment avoir des talents dans toutes les activités, dans tous les domaines. Et bien, dans les domaines sportifs, vraiment, les jeunes s'adonnent et il faut les accompagner. Ils ont besoin de cet accompagnement pour pouvoir vraiment avoir le bagage qu'il faut pour faire la promotion. On est dans une compétition, ça veut dire qu'entre jeunes, ce n'est pas une compétition entre adversaires. On est tous des jeunes et ils devront vraiment faire la culture de fair play. Ils devront respecter, ça veut dire que genre tout ce qui est règlement intérieur et puis tout ce qui est règlement du football pour qu'on puisse vraiment finir ces tournois-là en beauté et puis dans la grande tranquillité et puis dans la réussite totale. A noter qu'ils sont au nombre de 24 les clubs engagés dans cette 10e édition du tournoi de grandes vacances de Lazare et répartis en 6 poules de 4, dont la finale interviendra le 21 août prochain. Vivement que le fair play prévale. Voilà, nous en venons donc à notre invité du dimanche. Nous recevons aujourd'hui M. Chebou Dambaji. C'est un enseignant à la retraite. Il est également
ancien secrétaire général du syndicat national des enseignants du secondaire. Monsieur Chebou, bonsoir. Oui, bonsoir. Avec vous, nous allons donc parler de l'actualité, à savoir donc les examens scolaires de fin d'année, le baccalauréat et le brevet notamment le baccalauréat qui fait beaucoup plus parler de lui avec cette décision des autorités de reprendre l'épreuve de mathématiques pour la série D. Avant peut-être de venir à cela, comment est-ce que vous analysez, on va dire, cette décision du gouvernement relativement à cette épreuve de la série D, épreuve de mathématiques? De façon générale, comment vous analysez aujourd'hui ces résultats? Même si c'est vrai, on n'a pas les résultats du brevet, en tout cas les résultats globaux au niveau national du brevet. Pour le bac, on l'a, c'est environ 25%, un peu plus de 25%. Comment vous analysez ces résultats au vu du déroulement de l'année scolaire? Bon, vous savez, les résultats du bac ou du BPC ont toujours été des résultats médiocres. Dans la grille d'appréciation des performances scolaires, donc 25% c'est très médiocre. Alors que ce soit les années passées ou cette année, les résultats obtenus au niveau du baccalauréat et au niveau du BPC, on n'a pas encore les résultats du BPC, mais ces résultats sont médiocres. Parce que pour qu'on puisse dire que les résultats sont satisfaisants, ça correspond à peu près à assez bien. Assez bien. Donc il faut qu'on ait un taux de réussite de 60% au moins. Okay. Donc or, je vous assure que vous pouvez prendre l'historique des résultats des examens scolaires, bac, BPC, on n'a jamais atteint les 60%. Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est pour dire que les résultats scolaires, en tout cas cet indicateur, n'est pas du tout bon. Okay. Mais il faut savoir que ce n'est pas le seul indicateur. Il y a d'autres indicateurs, le taux de passage, redoublement, exclusion. Ok. Alors, vous dites que c'est des résultats médiocres si on les prend dans leur globalité. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cela à votre avis? Parce qu'on a vu quand même cette année, l'année a été plus ou moins stable, on va dire, sur le plan des mouvements sociaux, que ce soit des enseignants ou des élèves. Qu'est-ce qui peut expliquer un tel faible taux? Vous savez, ce qui explique ce très faible taux, c'est en fait notre système scolaire, l'environnement scolaire. Dans sa globalité? Dans sa globalité. Vous voyez, cette année, vous dites qu'il n'y a pas eu perturbation. Il y a quand même eu perturbation. Et la preuve, il y a des établissements qui n'ont pas pu couvrir le programme, l'intégralité du programme, et au niveau des classes terminales. Lorsqu'on évalue un candidat, c'est l'ensemble du programme qui évalue. C'est ça. Donc, à mon humble avis, ce qui caractérise notre système éducatif, c'est son instabilité. C'est son instabilité. Et l'autre aspect aussi, c'est l'environnement scolaire. Vous partez dans nos écoles, vous allez voir que l'enseignant ne dispose de rien en termes d'outils pédagogiques ou didactiques pour faire son travail. Alors si vous envoyez un enseignant en pleine brousse, il n'a même pas le livre pour préparer ses cours, il est bien évident que vous préparez des élèves qui vont avoir le BPC, qui vont aller aussi avoir le baccalauréat et qui seront handicapés. Et il arrive même que dans certains collèges ruraux, ça on n'en parle pas tellement, bien sûr. Dans certains collèges ruraux, il y a certaines disciplines qui ne sont pas enseignées tout au long de l'année. Donc l'élève peut faire un niveau sans être enseigné dans une matière. Donc si c'est dans une matière comme mathématiques et physique, l'élève est handicapé. Puisque les programmes sont conçus de sorte qu'ils s'enchaînent. Donc voilà, je pense, entre autres. Et aussi, il faut dire, même si les gouvernants ne veulent pas qu'on en parle, c'est le sort qui est réservé aux enseignants. Parce que nous avons un système qui est essentiellement constitué de contractuels. Mais est-ce que vous savez qu'un agent contractuel touche à peine le tiers du salaire du fonctionnaire, à profil égal? Quelqu'un qui travaille dans ces conditions, qui n'est pas payé à temps, vraiment, il est très difficile d'être performant. Et donc ça se ressent sur les résultats. Alors, ça se ressent sur les résultats. On a vu donc cette décision du gouvernement
de reprendre l'épreuve de mathématiques de la série D du baccalauréat. Comment vous, en tant qu'enseignant du secondaire, parce que c'est ce que vous avez été, comment vous appréciez cette décision, puisque le gouvernement argue qu'il y a eu des erreurs graves sur cette épreuve, et c'est pour ça qu'il a décidé de reprendre cette épreuve. On a vu tous les commentaires que ça a suscité. Alors, vous, quelle est votre réaction par rapport à cette... Alors, moi, je voudrais que vous me définissiez le terme « reprendre ». Les conséquences d'une reprise. Si vous reprenez une chose, ça veut dire que ce qui a été fait avant est annulé. Annulé. C'est ce que ça voudrait dire. Oui, en tout cas, la définition... Non, en termes même pédagogiques, oui. En termes en fait, scolaires, on a l'habitude de voir ces choses-là. Oui. Au cours d'une session, il y a des difficultés. Alors, le service du bac décide de faire reprendre une matière. Ça, c'est au cours des examens même. Pendant qu'elle se déroule. Pendant qu'elle se déroule. Okay. Si on se rend compte qu'il y a eu fuite de sujets ou bien qu'il y a eu des sujets qui ont été donnés qui ne correspondent pas au programme, le service du baccalauréat peut changer les sujets et reporter la composition. Oui. Parce que ce que les gens ne savent pas, lorsque un président du jury normalement va à son centre, il a les épreuves prévues normalement pour composer, mais on prévoit toujours des épreuves de rechange. Ça. Donc vraiment, si c'est une reprise, ça devrait se faire au moment où l'évaluation se déroulait. Comment comprendre ça? Puisque, en tout cas, selon les infos qu'on a reçues ça et là, semble-t-il que déjà à l'ouverture de l'enveloppe, certains enseignants avaient relevé ces erreurs et que, semble-t-il, comme vous l'avez dit, au niveau de certains jurys, ou pratiquement de tous les jurys d'ailleurs, il n'y avait pas justement cette erreur, disons cette épreuve de rechange. Comment est-ce que ça peut arriver et qu'on n'ait pas décidé sur le champ, par exemple, de prendre la décision et attendre seulement que les résultats soient proclamés et se rendre à l'évidence qu'il fallait reprendre? Est-ce que ça peut s'expliquer pour... Non, ça ne s'explique pas, c'est malheureux. Okay. La survenue même de cet incident ne s'explique pas. Okay. Vous savez ce qui est à l'origine de ça assez souvent? Les sujets sont choisis avec désinvolture. Okay. Désinvolture. Or, en sciences, lorsque vous choisissez un sujet, en sciences et en mathématiques, il faudrait que vous traitiez le sujet. Okay. Donc, pour minimiser le maximum d'erreurs. Alors, assez souvent, ce n'est pas ce qui se passe. Le décret qui régit l'organisation du baccalauréat a prévu une commission de choix de sujets. Et cette commission de choix de sujets est constituée des enseignants du secondaire et des encadreurs du secondaire. Donc, vous avez un enseignant-chercheur qui peut superviser. Okay. Mais c'est la commission-là qui propose ces sujets. Okay. Donc, si c'est la commission, je vous assure qu'on minimise le maximum de risques de la survenue de ces genres d'erreurs. Mais dans les faits, vous savez, dès qu'il y a un peu de sous, les gens... Il y en a ici, justement. Non, il y en a, justement. Okay. Ce que les gens ne savent pas, annuellement, le baccalauréat au BAMO, ça coûte plus d'1 milliard. En termes d'organisation? En termes d'organisation, ce qu'il faut payer aux enseignants, ce qu'il faut payer au président, ça coûte plus d'1 milliard. Donc, c'est pour vous dire que c'est du gros sous. C'est ça. Non, je vous assure que le traitement que le gouvernement veut donner à ça ne me paraît pas judicieux. Parce que lorsque vous dites que c'est une reprise, ça s'entend qu'on reprend pour l'ensemble des candidats. Et la matière, l'évaluation qui a été faite est considérée comme nulle. Ok. Alors, c'est d'autant plus incompréhensible qu'on a suivi, on vient de le diffuser, le ministre des Enseignements supérieurs, le professeur Mamoudou Djibo, que cette reprise va concerner obligatoirement les candidats qui ont été refusés au bac, mais pour ceux qui sont admis, c'est optionnel. S'ils estiment qu'ils peuvent améliorer leur note, ils vont aller aussi reprendre cette épreuve. Tout ça participe un peu de l'incompréhension de cette affaire. Non, moi je vous assure, si vous lisez les décrets qui régissent le baccalauréat, vous allez tomber, vraiment vous allez vous dire que nous avons une administration qui n'est pas sérieuse. Okay. Cette décision, elle est prise en porte-à-faux. La décision, elle est en porte-à-faux totalement vis-à-vis du décret qui organise le baccalauréat. J'ai suivi le ministre Mamoudou Djibo. Mais lorsqu'on va reprendre ces épreuves-là, normalement, il faut délibérer. Il faut délibérer.
les textes disent bien que c'est le jury qui délibère et il prend donc les sentences. Mais si on reprend une matière et on dit que c'est seulement le président du jury ou les autres qui vont déterminer ça, moi je pense qu'il y a quand même des choses discutables dans cette démarche. Alors, à votre avis, quelle aurait été la meilleure décision? Si celle-là ne paraît pas la bonne, quelle aurait été la meilleure que le gouvernement pouvait prendre par rapport à cette épreuve de mathématiques? Mais vous savez, par rapport à cette épreuve de mathématiques, si le gouvernement décide de la reprendre, il peut faire qu'on la reprenne. Okay. Mais ça voudrait dire que les épreuves du bac D qui ont antérieur sont nulles. Donc, il faut que les anciens membres du jury se retrouvent à l'enlieu du jury, délibèrent avec cette fois-ci la note de mathématiques qui est considérée comme nulle. Sur l'ensemble des autres épreuves. Sur l'ensemble des autres épreuves. Mais écoute, vous croyez que c'est juste qu'on permette à 2 ou 3 personnes qui vont jouer le rôle du jury, alors que le décret précise bien que les délibérations sont faites par le jury. Donc, même si ça doit coûter de l'argent, il faut permettre à ce que... C'est ça qui aurait été judicieux. C'est ça qui aurait été judicieux parce que conforme au texte. Les messieurs et les enseignants qui sont dans ces jurys-là, il faut qu'ils se retrouvent au niveau des jurys. On reprend l'épreuve de mathématiques, on délibère. S'il y a un deuxième groupe, on fait le deuxième groupe avec des matières, parce qu'il y a des matières optionnelles. C'est ça. L'épreuve d'histoire géo, c'est une épreuve optionnelle. Or, le ministre, tel qu'il veut faire les choses, il veut que tout ça, là, on mette ça de côté et qu'on décide sur la base des épreuves de mathématiques. Un cercle décide, voilà ceux qui sont admis. Vraiment, ça ne me paraît pas du tout rigoureux comme démarche. S'ils veulent faire reprendre les mathématiques, c'est tous 2 jours. 2 jours de prise en charge pour les membres de ces jurys. Donc, je pense qu'entre nous, l'État quand même a les moyens. Quand on voit comment les gens blaguent avec notre argent public, je pense que ça serait la meilleure formule et celle qui provoquera le moins de polémiques. S'il faut être logique, c'est le tout qu'il faut annuler et organiser une session pour toutes les séries. C'est ça. Mais je ne vais pas m'aventurer parce que les gens vont vous dire faisabilité, soutenabilité, alors que nous pouvons le faire. Bien sûr. Alors, on a vu toute la polémique qu'il y a eu autour de cela. Le ministre est sorti pour justifier. C'est quand même des erreurs assez graves. En tout cas, selon le communiqué, c'est le président qui a instruit, vu la gravité de ces erreurs. Mais pour l'instant, il n'y a pas de sanction. À votre avis, qui devait être sanctionné ici? Vous avez parlé de la commission qui choisit le sujet et qui le valide, qui devait corriger avant même que l'épreuve ne soit validée et tout le reste. Il y a le service qui organise le bac, il y a aussi le ministère qui assure la tutelle de tout cela. On n'a pas l'impression qu'il y a des perspectives de sanctions par rapport à... Parce que c'est quand même dit que c'est des erreurs graves qui impactent sur la vie des jeunes gens. Et avant de répondre à votre question, je voudrais dire que le président n'est pas nécessaire que le président instruise. Je vous dis que ce n'est pas la première fois que des événements comme ça surviennent. Et ils sont réglés par le service des examens du baccalauréat. Mais qu'on dise que c'est le président qui instruit, vraiment, moi, ça me paraît la meilleure preuve que nous avons une administration qui ne fonctionne pas normalement. Parce qu'il faut rappeler, si au niveau du jury, il y a eu des enseignants qui tiennent les élèves, les séries D, qui ont décelé ces erreurs-là et qui l'ont dit. Qui l'ont remonté. Mais pourquoi bon sang le service du baccalauréat n'en a pas tenu compte? Il faut attendre... Pourquoi le ministère aussi? Parce que ça... Non, le service du bac là, de ce point de vue, le ministère n'a pas interféré. Mais on donne l'impression que c'est le ministre qui... Non, ce n'est pas le ministre. Je vous ai dit que les jurys qui sont conscients, on dit qu'ils sont souverains. S'ils sont souverains, donc ce n'est pas le ministre de l'enseignement supérieur qui va décréter. Là encore, vraiment, je trouve qu'il y a des choses qu'il faut régler. Vous savez, le fait que dans l'organisation des examens du baccalauréat,
que le secondaire, les concernés, soient en marge de la chose, ça présente quelques... Oui, ça aussi c'est un débat, on l'a toujours évoqué, le fait que l'organisation du bac soit confiée pas aux gens qui sont toute l'année durant en contact avec les candidats, ça aussi c'est un débat. Non, tout à fait. Maintenant, pour répondre à votre question, les sanctions. Les faiblesses. Oui. Mais les sanctions, vous savez, dans une administration... Qui doit assumer aujourd'hui cette responsabilité? Mais celui qui doit l'assumer, c'est le directeur général de l'OBEX. Ok, l'office des examens concours du bac et du supérieur. C'est lui qui doit l'assumer. Puisqu'il ne peut pas ne pas avoir été informé de ces insuffisances. C'est ça. Et il a le plein pouvoir d'agir pour qu'on reprenne les choses pendant qu'on était en session. S'il ne l'a pas fait, il y a erreur à ce niveau, il y a quand même sa responsabilité. Et l'autre erreur, c'est le fait qu'on dise que pour les choix des sujets, il y a une commission. Mais je vous assure qu'il n'y a pas de commission qui se tienne. Il n'y a pas de commission qui se tienne. Ça voudrait dire que l'administration qui a en charge cet examen ne fait pas toujours les choses comme ça se devait. Donc, nécessairement, si nous sommes dans une administration sérieuse, il faut en tirer les conséquences. Personne ne peut convaincre que le directeur général de l'OBEX et que ça s'entende bien. Je n'ai rien contre le professeur Abdou Sarki. Il a fait du bon travail, mais ici, il y a eu des défaillances et qu'il aurait pu, en tout cas, s'il y a eu de la vigilance en amont, il a pu éviter. C'est ça. Alors, en tout cas, peut-être qu'on est aussi un peu dans le feu de l'action. Il ne s'est pas assumé. Et il n'y a pas aussi eu de sanctions, puisque le président a su, ce qu'il a juste demandé, c'est de reprendre, alors que c'est quand même des choses assez graves. Il peut aussi agir et sanctionner des personnes. Mais moi, je suis de ceux qui croient que c'est la moindre des choses. Sous d'autres cieux, quand ça arrive, le concerné, le lendemain, il jette l'éponge. Parce que ce n'est pas lui en tant que personne qui a choisi, qui a fait le mauvais choix, mais ce sont les insuffisances, l'absence de rigueur et l'absence de respect des textes qui est à l'origine de ça. Je vous dis que ce n'est pas une première. C'est ça. Ce n'est pas une première. Mais dès que ça arrive, il faut sanctionner. Au BPC aussi, on ne dit pas. Bien sûr. Mais cette année au BPC aussi, il y a eu des... Il y a eu des similaires? Non, il y a eu des erreurs dans les sujets. Vous ne pouvez pas expliquer ça. D'accord. Ça, on n'en a pas parlé. On n'en a pas parlé parce que c'est des erreurs mineures. Même si c'est des erreurs mineures, ça ne s'explique pas. Ça reste des erreurs. Ça ne s'explique pas. Lorsque vous donnez un sujet d'examen, en amont, il faut prendre toutes les précautions. Pour que dans la salle, les jeunes ne grognent pas, il faut prendre toutes les précautions pour que ça soit conforme à ce qui est enseigné à ces élèves-là. Voilà. Merci beaucoup, Cheibou Dambaji, ancien secrétaire général du syndicat national des enseignants du secondaire, enseignant également donc à la retraite. Merci vraiment d'être passé sur le plateau pour parler de cette actualité brûlante de l'organisation des examens de fin d'année scolaire, notamment le baccalauréat, avec cette décision du gouvernement de reprendre l'épreuve de mathématiques de la série D par les candidats qui ont donc composé dans cette épreuve du fait d'erreurs graves qui ont été décelées et constatées dans l'épreuve sur laquelle ils ont composé pendant les examens. C'est la fin de cette édition d'information, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite de nos programmes.